Avez-vous déjà eu l'impression que le monde vous tournait le dos, que votre histoire, vos origines, votre vérité ont été oubliées par des voix plus fortes? C'est ainsi que l'Arabie saoudite a vécu pendant des siècles, fragmentée, ignorée, réduite au désert et aux pèlerins. Mais cette terre, la même où est née une foi qui a transformé l'humanité, c'est aussi le foyer d'un peuple qui a résisté aux invasions, aux trahisons, à la pauvreté et aux ténèbres. Et pourtant, il s'est levé. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un seul pays, c'est l'histoire de la reconstruction d'une identité. Comment trouver la puissance dans la foi, l'ordre dans le chaos et la modernité sans perdre ses racines? C'est l'histoire de l'Arabie saoudite. Et peut-être aussi un miroir de nos propres luttes pour être vus, respectés et commémorés. Avant de commencer cette histoire incroyable, si vous êtes passionné par ce type de contenu et que vous souhaitez voir plus d'histoires que le monde a oubliées, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Et faites quelque chose de très spécial. Écrivez dans les commentaires « L'Arabie saoudite, une histoire que je ne connaissais pas ». Avec ce petit geste, vous aidez davantage de personnes à découvrir cette vidéo et à se connecter à des histoires qui méritent d'être racontées. Revivons ensemble le passé pour comprendre le présent. Udun, le désert des origines, la péninsule arabique avant l'islam. Bien avant l'existence de l'Arabie saoudite en tant que pays, avant même que quiconque ne rêve d'un royaume unifié, existait un lieu mystérieux et vaste appelé la péninsule arabique. Une terre où le soleil semblait ne jamais se coucher, où le ciel embrassait le désert et où la vie était une lutte constante contre la chaleur, la soif et la solitude des sables infinis. Là-bas, pas de ville moderne ni de gratte-ciel. Il y avait des tribus, des dizaines, des centaines, chacune avec son chef, son dialecte et ses traditions. Elles vivaient de ce qu'elles pouvaient. L'élevage de chameaux, le commerce de l'encens et des épices, et surtout la fierté d'appartenir à leur clan. Ils n'avaient ni roi ni parlement. Leurs lois étaient leurs paroles, l'hospitalité était sacrée, et la poésie une forme d'honneur. En fait, les poètes étaient aussi respectés que les guerriers. Au cœur de ce monde tribal, des cités oasis comme La Mecque et Yatrib, future Médine, surgirent. Elles constituaient des points stratégiques sur les routes caravanières qui traversaient le désert du nord au sud, transportant soie, or, myrrhe et même des nouvelles d'empires lointains comme Byzance et la Perse. Mais au-delà de ces centres commerciaux, la majeure partie du territoire était sauvage. Des montagnes de pierre, des dunes agitées par le vent et des tribus nomades qui voyageaient avec leurs tentes, leurs animaux et leurs légendes. Elles parlaient de dieux anciens, d'esprits du désert, les fameux djinns, et de héros dont les exploits étaient récités la nuit sous les étoiles. Sur le plan religieux, l'Arabie était une mosaïque. À la Mecque, par exemple, se trouvait un sanctuaire très particulier, la Kaaba. Déjà à cette époque, c'était un lieu sacré où l'on vénérait divers dieux. Les habitants y plaçaient des statues de leurs divinités et des pèlerins de toute la péninsule y venaient se recueillir. C'était le centre spirituel du polythéisme arabe, jusqu'à ce qu'un événement incroyable se produise. Car cette terre qui semblait si isolée du reste du monde allait devenir le cœur spirituel d'une nouvelle foi qui changerait à jamais l'histoire de l'humanité. Une foi qui naîtrait dans le silence d'une grotte au cœur de ce désert brûlant. Et ainsi, avec le vent murmurant à travers les dunes, la page suivante de cette histoire commence. 2. La révélation, l'essor de l'islam au 7e siècle. Au milieu de cet immense désert, où les vents racontaient l'histoire des dieux anciens et où les hommes étaient guidés par les étoiles, un garçon naquit en l'an 570 à la Mecque. Il s'appelait Muhammad, ou Mahomet comme on l'appelle dans de nombreuses régions du monde. Orphelin très jeune, il fut élevé par son grand-père, puis par son oncle. Il appartenait au clan Quraysh, l'un des plus puissants de la ville. Mahomet a grandi en observant la vie chaotique de son peuple. Il a vu comment les riches opprimaient les pauvres,
comment les femmes étaient traitées comme des biens, comment la cupidité dominait les marchés, et comment, au milieu de tout cela, les gens adoraient de nombreuses idoles, oubliant ce qu'ils considéraient comme la vérité la plus profonde, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. À l'âge adulte, Mahomet commença à se retirer dans la solitude d'une grotte du mont Hira, près de la Mecque. Il y cherchait la paix, des réponses. Et c'est là, à l'âge de 40 ans, que se produisit un événement qui allait changer non seulement sa vie, mais l'histoire du monde tout entière. Une nuit, selon la tradition islamique, l'ange Gabriel lui apparut et lui dit « Lis !» Bien que Mahomet ne sache ni lire ni écrire, ces mots marquèrent le début d'une série de révélations qui seraient finalement compilées dans le livre sacré de l'islam, le Coran. Mahomet n'a pas seulement prêché qu'il n'y avait qu'un seul Dieu appelé Allah, mais il a également exigé la justice sociale. Prendre soin des orphelins, aider les pauvres, traiter les femmes avec dignité, pardonner, être humble, des idées révolutionnaires pour une société tribale où dominaient la force et la fierté. Mais son message ne fut pas accepté par tous. L'élite mecquoise, qui tirait profit du culte des nombreux dieux de la Kaaba par les pèlerins, le rejeta avec acharnement. Mahomet et ses disciples furent persécutés, humiliés et attaqués. Certains furent torturés, d'autres tués. La situation devint si dangereuse qu'en 622, Mahomet dut fuir avec ses disciples vers la ville de Yathrib, rebaptisée plus tard Médine. Cet événement est si important qu'il marque le début du calendrier islamique, l'Hégire. À Médine, Mahomet était non seulement un chef spirituel, mais aussi un chef politique et militaire. Il unifia les tribus, organisa la communauté et défendit son peuple des attaques de la Mecque. Des années durant, batailles, traités et trahisons eurent lieu. Mais finalement, en 630, Mahomet entra à la Mecque victorieux, sans effusion de sang. Sa première action fut d'entrer dans la Kaaba et d'en détruire les idoles, la consacrant ainsi comme sanctuaire du monothéisme. À peine 2 ans plus tard, en 632, Mahomet mourut. Mais son message avait déjà transformé la péninsule arabique. En seulement 2 décennies, l'islam unifia les tribus arabes, qui passèrent du statut de rivales éternels à celui de frères animés d'une même foi. Le désert qui semblait autrefois voué à l'oubli était désormais devenu le centre spirituel d'une nouvelle religion qui allait bientôt s'étendre de l'océan Atlantique jusqu'aux frontières de la Chine. Ainsi commença une nouvelle ère. Mais avec la mort du prophète, une grande question se posa. Qui dirigerait les croyants maintenant? Et c'est l'histoire qui continue dans le chapitre suivant. 3. Les villes saintes et l'héritage du prophète. Après la mort de Mahomet en 632, l'Arabie n'était plus la même. Terre de tribus nomades et de nombreux dieux, elle était devenue le berceau d'une nouvelle civilisation, portée par une foi unique et puissante, l'islam. Au cœur de cette transformation se trouvaient 2 villes qui allaient façonner le destin non seulement de l'Arabie, mais du monde entier, la Mecque et Médine. La Mecque, berceau du prophète, abritait la Kaaba, cet ancien sanctuaire cubique purifié par Mahomet pour devenir le centre du monothéisme. Dès lors, tous les musulmans du monde entier prièrent face à elle, qu'ils vivent dans le désert du Sahara ou dans les montagnes d'Asie centrale. De plus, il fut établi que chaque musulman devait, au moins une fois dans sa vie, accomplir le pèlerinage à la Mecque, le célèbre Hajj. Et ce pèlerinage, aujourd'hui encore, continue d'attirer des millions de personnes chaque année. D'autre part, il y avait Médine, la ville qui ouvrit ses portes à Mahomet lorsqu'il fut rejeté à la Mecque. Il y vécut, y prêcha, y gouverna et y est enterré. Ainsi, Médine n'est pas seulement la 2e ville sainte de l'islam, elle est aussi un symbole de fraternité, de résilience et de communauté. Ces 2 villes devinrent le centre spirituel du monde islamique. Mais au-delà de leur importance religieuse, elles devinrent également des centres de savoir, de commerce et d'administration. Depuis l'Arabie, l'islam commença à se propager rapidement, d'abord à travers le Moyen-Orient, puis en Afrique du Nord, en Asie centrale et au-delà.
Mais il y avait une grande question qui allait diviser le monde musulman. Qui devait continuer à diriger le pays après la mort du prophète? Certains estimaient qu'il fallait choisir un chef parmi les plus proches du prophète, donnant ainsi naissance au calife sunnite, tandis que d'autres soutenaient qu'il fallait un descendant direct comme son gendre Ali, donnant naissance au chiisme. Cette division marqua le début d'une rivalité qui perdure encore aujourd'hui entre les deux grandes branches de l'islam, sunnite et chiite. Pourtant, pendant des siècles, les califes qui régnaient depuis Damas, Bagdad ou le Caire respectaient profondément la Mecque et Médine. Ces villes étaient intouchables, et bien que l'Arabie ne fût pas le centre politique de l'islam, elle en était l'âme spirituelle. Mais à mesure que les empires islamiques s'élevaient et s'effondraient, que les royaumes s'élevaient et s'effondraient, la péninsule arabique entra dans une longue période d'oubli politique. Les caravanes continuaient de traverser le désert, les pèlerins arrivaient chaque année, mais le pouvoir résidait loin, dans d'autres capitales. Et bien que la Mecque et Médine demeuraient sacrées, la région environnante était fragmentée, dominée par des tribus, des seigneurs locaux et plus tard par l'Empire ottoman. Les grands empires respectaient le caractère sacré des villes, mais s'intéressaient peu au reste du désert. Jusqu'à ce que, des siècles plus tard, quelque chose commence à remuer à nouveau les sables du désert. Un mouvement radical et une famille ambitieuse étaient sur le point de changer à jamais le destin de l'Arabie. Et ça, nous le raconterons dans le prochain chapitre. 4. L'oubli des siècles. Domination et fragmentation, 8e-19e siècle. Suite à l'expansion inexorable de l'islam et à la consécration de la Mecque et de Médine comme centre spirituel de la nouvelle foi, la péninsule arabique s'est peu à peu effondrée. Les grands califats du monde islamique, d'abord les Omeyyades, puis les Abbassides, régnaient depuis des villes lointaines comme Damas et Bagdad. L'Arabie, berceau de tout, a cessé d'être le centre politique, sans pour autant cesser d'être le centre de l'âme musulmane. Pendant des siècles, les tribus du désert ont conservé leurs coutumes, leurs tensions et leur relative liberté. Les caravanes continuaient de traverser le Hedjaz, les pèlerins continuaient d'arriver à la Mecque, mais la région était fragmentée. Aucune puissance unique ne pouvait unifier toute la péninsule. Les tribus dominaient leur propre territoire, formaient des alliances, rompaient des traités et se livraient des guerres interminables pour le contrôle des routes, des oasis ou du prestige. Au fil du temps, l'Empire ottoman, né en Anatolie et conquérant de vastes territoires dans le monde islamique, prit le contrôle nominal de la Mecque et de Médine au XVIe siècle. Ce fut un moment symbolique. Le sultan ottoman devint le nouveau gardien des villes saintes, titre qu'il établit comme protecteur de l'islam. Mais en pratique, son pouvoir était plus cérémoniel que réel dans de nombreuses régions d'Arabie. Les Ottomans maintenaient des garnisons militaires dans les villes saintes, envoyaient des subsides, respectaient les rituels du Hajj et nommaient des gouverneurs. Mais le vaste désert intérieur restait ingouvernable. C'était un monde à part, rude, sauvage et libre. Le Najd, par exemple, une région montagneuse du centre de l'Arabie, ne fut jamais totalement dominée par les Ottomans. Là, les tribus vivaient selon leurs propres lois et croyances. Durant ces siècles de domination indirecte, la péninsule est restée en marge des grandes avancées mondiales. Tandis que l'Europe vivait la Renaissance, les Lumières et la Révolution industrielle, l'Arabie restait ancrée dans un mode de vie tribal, où l'honneur, la loyauté familiale et la foi étaient primordiaux. Les villes étaient rares et petites. Il n'y avait ni école moderne, ni hôpitaux, ni imprimerie. Ce qui subsistait en revanche, c'était la mémoire, la poésie orale, une profonde hospitalité et un sentiment de fierté ancestrale. Mais l'agitation grandissait aussi. Certains chefs religieux commencèrent à s'interroger. Comment le monde musulman a-t-il pu sombrer dans le déclin après avoir été si puissant? Beaucoup voyaient la réponse dans le manque de pureté de la foi, dans le culte excessif des saints, dans des pratiques qu'ils considéraient comme superstitieuses. Et parmi ces réformateurs, l'un se distinguait plus que tous les autres. Son nom était Muhammad ibn Abd al-Wahhab.
Et son message, radical, direct et dangereux, était sur le point d'ébranler les fondements de l'islam en Arabie et de donner une opportunité historique à une famille qui jusqu'alors n'était qu'une parmi tant d'autres. Un instant. Si vous appréciez cette histoire autant que nous la partageons, vérifiez dès maintenant si vous êtes déjà abonné à la chaîne. On l'oublie parfois. Mais un clic peut faire toute la différence. Et si cette histoire vous surprend ou touche votre cœur, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mérite également de la connaître. Parce qu'en faisant cela, vous aidez davantage de personnes à découvrir ce que les livres ne vous disent pas toujours. Continuons à voyager ensemble à travers l'histoire de l'Arabie saoudite. 5. La naissance du wahhabisme, une réforme religieuse radicale. Au cœur aride de la péninsule arabique, dans la région centrale du Najd, surgit au XVIIIe siècle un homme qui allait changer à jamais le cours religieux et politique de l'Arabie, Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Né en 1703 dans l'oasis d'Ouyayna, Abd al-Wahhab était un érudit musulman, formé aux études religieuses traditionnelles, mais animé d'un esprit vif. En étudiant le Coran et les enseignements originaux du prophète Mahomet, il commença à remarquer que de nombreuses pratiques observées autour de lui ne correspondaient pas à ce qu'il considérait comme la véritable essence de l'islam. Il voyait des gens se recueillir sur les tombeaux des saints, implorer des intermédiaires, décorer les mosquées d'ornements et célébrer des fêtes qui, à ses yeux, n'avaient aucun fondement dans les textes sacrés. Tout cela, selon lui, était une forme d'idolâtrie, un éloignement de la foi pure. Et c'est, disait-il, la raison pour laquelle le monde musulman était tombé dans la décadence. Ainsi naquit le wahhabisme, un mouvement religieux prônant un retour strict et littéral aux enseignements du Coran et de la Sunna, rejetant tout ce qui n'était pas clairement approuvé par le prophète Mahomet. Mais ce message n'était pas seulement une idée théologique, c'était un appel à l'action, un cri de guerre spirituelle et politique. Beaucoup le rejetèrent, certains le chassèrent de leur ville, mais un événement survint qui allait changer son destin et celui de l'Arabie à jamais. Dans le petit village de Diriyah, Abd al-Wahhab rencontra un chef tribal ambitieux, déterminé et pragmatique, Muhammad ibn Saoud. Ce chef du clan Saoud dirigeait une petite communauté, mais nourrissait des rêves d'expansion. En entendant les idées d'Abd al-Wahhab, il y vit une formidable opportunité. Les deux hommes ont scellé une alliance historique. Ibn Saoud s'engagea à protéger et à propager les enseignements du wahhabisme, et en retour, Abd al-Wahhab légitima le pouvoir politique de la famille Saoud, défenseur de la vraie foi. C'était une fusion de la religion et du pouvoir tribal, de l'épée et du sermon. Suite à ce pacte, les partisans de cette alliance lancèrent une série de campagnes militaires pour conquérir d'autres régions d'Arabie. Leur objectif était clair, imposer une réforme religieuse à tous les musulmans de la péninsule. Ils détruisirent les tombeaux des saints, éliminèrent les pratiques qu'ils considéraient comme hérétiques et subjuguèrent les tribus sous la bannière de leur version purifiée de l'islam. Pour beaucoup, ils étaient des fanatiques. Pour d'autres, des réformateurs. Mais une chose était sûre, leur influence grandissait d'année en année. En quelques années, le mouvement wahhabite saoudien est passé d'un petit groupe du Najd à une force dominante progressant sans contrôle vers l'ouest, vers la côte de la mer Rouge, et vers quelque chose de bien plus symbolique, les villes saintes de l'islam. En 1803, ils s'emparèrent de la Mecque puis de Médine un an plus tard. Ce fut un acte historique et scandaleux. Un groupe réformiste, né au cœur oublié du désert, contrôlait désormais les lieux saints les plus sacrés du monde musulman. Mais cette ascension fulgurante ne passera pas inaperçue. L'Empire ottoman, encore nominalement gardien de ces lieux saints, n'était pas prêt à tolérer cette hérésie ni cette humiliation. Et ainsi commença une guerre qui allait déterminer le sort de la première tentative d'unification de l'Arabie. 6. Le premier Saoud, l'émirat et les guerres tribales.
Suite à la puissante alliance entre Muhammad ibn Saoud et Muhammad ibn Abd al-Wahhab, ce qui n'était au départ qu'un petit mouvement religieux et tribal s'est rapidement transformé en une force invincible. Entre 1744 et le début du XIXe siècle, les partisans de cette union, forts de leurs convictions religieuses et de leur leadership militaire, ont commencé à conquérir des régions toujours plus vastes de la péninsule arabique. Ainsi naquit le premier État saoudien ou premier émirat de Daria. Depuis leur capitale, Daria, les Saouds étendirent leur domination sur de vastes régions du Najd, du Hassa et une partie du Hedjaz, allant jusqu'à conquérir les deux joyaux de l'islam, la Mecque et Médine, entre 1803 et 1805. Cet acte était plus qu'une conquête militaire. Il constituait une provocation directe envers l'Empire ottoman, qui se considérait comme le protecteur légitime des villes sacrées. Pour les Ottomans, permettre à un émirat tribal, dirigé par des réformateurs radicaux, de contrôler ces sites constituait une menace intolérable pour leur autorité religieuse et politique. Le sultan ottoman réagit avec force. Mais au lieu d'intervenir directement, l'Empire étant affaibli par des conflits internes et des guerres européennes, il délégua la tâche à son plus puissant allié dans la région, le vice-roi d'Égypte, Méhémé Ali Pacha. Entre 1811 et 1818, l'armée égyptienne lança une série de campagnes brutales contre l'émirat saoudien. Ses troupes, mieux armées et mieux entraînées, avancèrent peu à peu au cœur de l'Arabie, confrontés à la résistance acharnée des tribus wahhabites. Les combats furent sanglants. Ceux qui s'opposèrent furent impitoyablement punis. Mais les Saoudiens ne capitulèrent pas facilement. Finalement, en 1818, les forces égyptiennes s'emparèrent de Diriyah, la capitale de l'émirat. Le chef des Saoudiens fut capturé et envoyé à Constantinople, où il fut exécuté publiquement. Le premier État saoudien fut détruit, ses forteresses rasées et ses dirigeants exilés ou tués. Cela semblait être la fin. Mais ce n'était pas le cas. Au cours des décennies qui suivirent, la famille Saoud ne disparut pas. Elle se retira, se regroupa et tira les leçons de ses erreurs. Au cœur du désert, loin du regard des empires, elle commença peu à peu à reconstruire son pouvoir, car le rêve d'une Arabie unifiée sous leur drapeau et sous la foi qu'ils considéraient comme pure n'était pas mort. Il attendait juste son heure. Et ce nouveau chapitre était sur le point de commencer. 7. Le deuxième État saoudien, brève renaissance et nouvelle chute. Après la chute du premier État saoudien en 1818, le pouvoir ottoman, représenté par le vice-roi d'Égypte, croyait avoir définitivement écrasé les Saouds et le mouvement wahhabite. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'en Arabie, la mémoire est aussi tenace que les sables du désert et que les Saouds n'avaient pas dit leur dernier mot. Au cœur du Najd, loin des villes ottomanes, les descendants de Mohammed ibn Saoud commencèrent lentement à se réorganiser. Ainsi, à peine une décennie après la destruction de Daria, le deuxième État saoudien émergea avec sa nouvelle capitale à Riyad. Ce deuxième émirat fut officiellement fondé en 1824 par Turki ibn Abdullah, un chef habile qui parvint à unifier plusieurs tribus alliées et à reprendre Riyad à ses ennemis. La ville, longtemps symbole de défaite, se retrouva au cœur de la Renaissance saoudienne. Le deuxième État saoudien, bien que plus modeste que le premier, s'est attaché à consolider son pouvoir en Arabie centrale, notamment dans le Najd. Pendant plusieurs décennies, les Saouds ont régné en tant qu'émirs, préservant leur alliance religieuse avec le wahhabisme, mais poursuivant une stratégie moins expansionniste que par le passé. Plutôt que de provoquer la création d'empires plus vastes, ils ont cherché à renforcer leur domination interne et à assurer une certaine stabilité tribale. Cependant, cette nouvelle tentative d'unification n'a pas été sans défi. L'un des principaux problèmes résidait dans les divisions internes de la famille Saoud. Les conflits de pouvoir entre frères, cousins et neveux créaient des tensions qui affaiblissaient l'État de l'intérieur. Tandis que certains cherchaient à maintenir l'autorité centrale, d'autres cherchaient à fragmenter le pouvoir ou à s'en emparer.
Les rivalités familiales, caractéristiques de nombreuses monarchies de l'époque, dégénérèrent en guerres ouvertes. De plus, de nouveaux ennemis extérieurs apparurent. La famille Rachid, originaire de la ville de Haïl, au nord de l'Arabie, devint un rival sérieux. Grâce au soutien ottoman occasionnel et à une remarquable habileté militaire, les Rachides réussirent à s'emparer de territoires clés des Saouds et à défier leur domination. À la fin du XIXe siècle, la situation s'était sérieusement détériorée. En 1891, l'émir Abdul Rahman ibn Faisal, dernier souverain du deuxième État saoudien, fut vaincu par les Rachides à la bataille de Moulaïda. Vaincu et humilié, il s'exila avec sa famille, traversant le désert pour se réfugier au Koweït, ville côtière dirigée par un autre clan tribal. Une fois de plus, l'histoire des Saouds semblait terminée. L'Arabie restait fragmentée et le rêve d'un royaume unifié semblait une illusion enfouie sous des siècles de conflits. Mais parmi les fils de l'émir vaincu, il y en avait un qui n'oublierait pas cette humiliation. Un jeune homme déterminé, audacieux, intelligent, qui avait grandi en écoutant les histoires de gloire de ses ancêtres. Son nom était Abdulaziz ibn Saoud. Et bientôt, le lion du désert rugirait à nouveau. 8. Le retour du lion Ibn Saoud et la reconquête de Riyad 1902. Alors que tout semblait perdu, que la famille Saoud avait été expulsée de ses terres et condamnée à l'oubli en exil, c'est alors qu'émergea Abdulaziz ibn Saoud, le jeune homme qui allait changer à jamais le destin de l'Arabie. Né en 1875, durant les dernières années du deuxième État saoudien, Abdulaziz grandit en exil au Koweït, observant en silence son père, l'émir déchu, vivre de la charité des autres clans. Mais une flamme brûlait en lui, le désir de reconquérir son honneur perdu, sa terre ancestrale, l'héritage de ses ancêtres. À 26 ans, avec seulement 40 hommes à cheval, il entreprend un exploit qui semble impossible, reconquérir Riyad, l'ancienne capitale des Saouds, alors aux mains de leurs ennemis historiques, les Rachides. C'était en 1902. Dans l'obscurité de la nuit et la chaleur étouffante du désert, Ibn Saoud et ses hommes chevauchaient silencieusement, traversant des kilomètres de terrain hostile. Au cours d'une opération audacieuse, ils se cachèrent près de la ville, attendirent le moment opportun et attaquèrent. La bataille fut rapide, mais décisive. Ibn Saoud vainquit son ennemi dans sa propre forteresse et prit le contrôle de Riyad. Ce moment fut plus qu'une victoire militaire, c'était un symbole, une déclaration au monde. Les Saoudiens étaient de retour. À partir de ce jour, une nouvelle campagne commença. Ibn Saoud, mêlant charisme tribal, stratégie militaire et vision politique, étendit son empire. Mais il ne le fit pas seulement par l'épée. Il savait aussi forger des alliances, respecter les coutumes, négocier avec les chefs locaux et se présenter non pas comme un tyran, mais comme un dirigeant juste et porteur de stabilité. L'une de ses plus grandes qualités résidait dans sa capacité à allier le pouvoir tribal traditionnel à la légitimité religieuse du wahhabisme. À l'instar de ses ancêtres, il se présentait comme un défenseur de la foi pure. En retour, les chefs religieux lui offraient soutien et autorité morale. Au cours des 2 premières décennies du XXe siècle, Ibn Saoud consolida son pouvoir en Arabie centrale, affrontant avec succès les Rachides, soumettant les tribus rebelles et gagnant le respect et la peur de ceux qui le méprisaient auparavant. Mais de nombreux territoires restaient encore à unifier. Le Hedjaz avec ses villes sacrées, l'Est avec ses routes commerciales et le Sud avec ses clans montagnards. La graine était plantée. Le trône, encore invisible, commençait à prendre forme. Et tandis que des guerres mondiales éclataient en Europe et que l'Empire ottoman s'effondrait, au cœur du désert, un nouveau royaume commençait à s'élever. Le jeune lion d'Arabie était sur le point de devenir roi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous touche vraiment. Alors, faites quelque chose de puissant dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre j'aime sur cette vidéo.
Avec ce simple geste, vous aidez davantage de personnes à découvrir cette histoire oubliée et à se connecter à leur passé, comme vous le faites maintenant. Votre soutien garantit que cette histoire ne se perdra pas dans le désert de l'oubli. 9. L'unification du royaume. La naissance de l'Arabie saoudite, 1932. Après la reprise de Riyad en 1902, Abdulaziz ibn Saoud ne s'arrêta pas. Son objectif était bien plus vaste qu'une simple ville. Il rêvait d'une Arabie unifiée, d'une nation forte, sous un drapeau et un leadership unique. Mais y parvenir ne serait pas chose aisée. La péninsule arabique était divisée en régions, tribus, loyauté et rivalité ancestrale. Chaque territoire représentait un défi particulier, chaque conquête une bataille contre l'histoire elle-même. Durant les 30 années qui suivirent, Ibn Saoud mena une campagne patiente mais déterminée, faite d'alliances, de guerres, de négociations, de mariages stratégiques et, si nécessaire, de coups d'épée et de feu. Sa vision n'était pas celle d'un chef de guerre en quête de pouvoir, c'était celle d'un bâtisseur de nations, déterminé à rebâtir l'Arabie de fond en comble. Il consolida d'abord son pouvoir dans le Najd, sa région natale. Puis, avec l'aide des Ikhwan, des guerriers bédouins fervents, il partit à la conquête du Hassa à l'est, une région riche et stratégique proche du golfe Persique. Il se tourna ensuite vers le sud, où il soumit les tribus assires, et jeta enfin son dévolu sur le trésor le plus sacré et le plus symbolique, le Hedjaz, où se trouvent la Mecque et Médine. Le Hedjaz était gouverné par le shérif Hussein, un dirigeant descendant du prophète Mahomet, allié des Britanniques pendant la Première Guerre mondiale. Mais cela n'arrêta pas Ibn Saoud. En 1924, ses forces prirent la Mecque. En 1925, Médine tomba. Le monde islamique tout entier fut sous le choc. Le gardien des deux villes les plus saintes de l'islam était désormais Ibn Saoud. À chaque victoire, son autorité s'étendait, tout comme son sens des responsabilités. Il ne s'agissait pas seulement de conquérir des territoires, mais de façonner une nouvelle identité nationale. Au cours des années suivantes, il réorganisa ces domaines pour leur donner une structure plus solide. Il remplaça les titres traditionnels par des titres plus institutionnels, créa un système administratif rudimentaire, établit des relations diplomatiques avec les puissances étrangères, et peu à peu l'émir tribal se mua en homme d'État. Finalement, le 23 septembre 1932, le moment tant attendu arriva. Lors d'une cérémonie solennelle, il proclama la création du royaume d'Arabie saoudite, Al-Mamlaka Al-Arabia As-Saoudia, dont il devint le roi Abdulaziz. C'était la première fois dans l'histoire que la péninsule entière, ou du moins la majeure partie, était unifiée sous une seule autorité politique. Ce fut un moment historique. Ce qui avait été pendant des siècles une terre de tribus nomades, de conflits locaux, de sanctuaires religieux et de royaumes fragmentés, devenait désormais un pays moderne, doté d'un nom, d'un drapeau et d'un monarque surgi du désert. Mais si l'unification politique constituait une immense réussite, le véritable changement ne faisait que commencer. L'Arabie saoudite restait un pays pauvre et agricole, dépourvu de ressources visibles, d'infrastructures et d'éducation formelle. Et c'est alors, à ce moment précis d'incertitude économique, que la terre elle-même a révélé un secret qui allait tout changer. Un secret enfoui sous le sable, qui transformerait le nouveau royaume à jamais. 10. L'âge du pétrole. L'or noir change le destin, 1938. Lorsqu'Abdulaziz proclama la naissance du royaume d'Arabie saoudite en 1932, il le fit avec fierté, mais aussi avec inquiétude. Il avait accompli l'impossible, unifier les tribus rivales, soumettre les régions rebelles et protéger les villes saintes. Pourtant, le nouveau royaume était extrêmement pauvre. La plupart de la population vivait dans des villages ou des camps bédouins. Il n'y avait ni électricité, ni routes, ni hôpitaux. L'économie dépendait presque exclusivement des pèlerinages religieux, de l'élevage et du commerce des dattes. Mais sous les pieds de ce désert sec et apparemment stérile se trouvait un trésor.
Pendant des années, rumeurs et études géologiques ont suggéré que le sous-sol arabe pourrait contenir du pétrole, comme c'était déjà le cas dans les pays voisins du Golfe. À la recherche de ressources, Abdulaziz avait entamé des négociations avec des sociétés étrangères, notamment américaines et britanniques. En 1933, il signa un accord historique avec la société américaine Standard Oil of California, qui allait plus tard donner naissance à l'Aramco, Arabian American Oil Company. Cette société obtint les droits exclusifs d'exploration et d'extraction pétrolière sur le sol saoudien. Au début, les tentatives furent frustrantes. On fora des puits, mais rien ne sortit. Le projet semblait voué à l'échec. Mais en 1938, à Dammam, près du golfe Persique, un miracle se produisit. Le pétrole jaillit, et il jaillit en abondance. C'était comme ouvrir une porte sur un autre monde. Le or noir n'a pas seulement transformé l'économie du pays, il a changé son destin tout entier. En quelques années, l'Arabie saoudite est passée du statut de royaume pauvre et oublié à celui d'acteur majeur du marché énergétique mondial. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pétrole saoudien est devenu stratégique pour les Alliés. Au cours des décennies suivantes, avec l'industrialisation mondiale, la demande de pétrole brut a connu une croissance constante. Grâce aux revenus pétroliers, le royaume a commencé à se transformer à une vitesse sans précédent. Des routes, des aéroports, des écoles et des hôpitaux ont été construits. Les villes ont commencé à se développer, notamment Riyad, Jeddah et Dammam. La vie bédouine a commencé à décliner et un nouveau mode de vie urbain a commencé à s'épanouir au milieu du désert. Mais au-delà du développement, le pétrole a également apporté une influence politique. L'Arabie saoudite a commencé à jouer un rôle de premier plan dans la région et dans le monde musulman. En 1945, le roi Abdulaziz a rencontré personnellement le président américain Franklin D. Roosevelt à bord d'un navire dans le canal de Suez. Ce fut le début d'une alliance stratégique entre les États-Unis et l'Arabie saoudite qui allait façonner une grande partie du XXe siècle. Pourtant, Abdulaziz, qui avait passé sa jeunesse à sillonner le désert à cheval, ne fut jamais totalement ébloui par le luxe ou la modernité. Il régna jusqu'à sa mort en 1953, toujours avec un profond respect des traditions islamiques et une emprise sur les changements venus de l'étranger. Lorsqu'il ferma les yeux pour la dernière fois, il laissa derrière lui non seulement un royaume unifié, mais un nouveau géant émerge, doté des plus grandes réserves de pétrole du monde, d'une identité religieuse unique et d'une influence géopolitique croissante. Mais avec sa mort, un nouveau défi s'est également ouvert. Comment poursuivre son héritage dans un monde de plus en plus complexe et changeant? Et cette histoire commence dans le chapitre suivant. Pero con su muerte también se abría un nuevo desafío. Cómo continuar su legado en un mundo cada vez más complejo y cambiante. Y esa historia comienza en el próximo capítulo. 11. Modernisation et conservatisme. Le dilemme saoudien, 1953-1982. À la mort du roi Abdulaziz en 1953, l'Arabie saoudite se trouve confrontée à une question cruciale. Comment avancer vers l'avenir, sans perdre l'identité construite dans le passé? Le trône passa ensuite à son fils Saoud Ben Abdelaziz, premier d'une longue lignée de rois saoudiens, tous fils du fondateur. Mais le règne de Saoud, pourtant prometteur au départ, s'enlisa rapidement dans les difficultés. Son style de gouvernement était jugé fastueux, désorganisé et rongé par le favoritisme. Il dépensa des sommes colossales en palais, voyages et projets personnels, tandis que l'administration de l'État montrait des signes de faiblesse. Le pays se modernisait certes, mais sans planification. Les tensions internes s'intensifiaient et la famille royale était divisée. Finalement, dans un geste sans précédent, le conseil de la famille royale lui-même força Saoud à abdiquer en 1964, cédant le pouvoir à son frère, Faisal Ben Abdelaziz. Avec Faisal sont venus l'ordre, l'efficacité et une vision plus claire du rôle que l'Arabie saoudite devait jouer dans le monde moderne. C'était un homme austère,
profondément religieux, mais aussi pragmatique. Il a renforcé l'État, promu l'éducation, autorisant même l'ouverture d'écoles pour filles, et centralisé le contrôle du pétrole par la nationalisation progressive d'Aramco, la transformant en la puissante Saudi Aramco que nous connaissons aujourd'hui. Faisal devint également une voix influente dans le monde islamique et arabe. Il soutint la cause palestinienne, promouva l'unité entre les pays musulmans et joua un rôle clé lors de la crise pétrolière de 1973, lorsque l'Arabie saoudite et d'autres membres de l'OPEP décidèrent de réduire leur production pétrolière pour protester contre le soutien occidental à Israël, déclenchant ainsi une crise énergétique mondiale. Ce moment démontra avec force la puissance économique et politique du pétrole saoudien. Cependant, sa politique de modernisation sous contrôle religieux lui a valu des ennemis, même au sein de son entourage immédiat. En 1975, le roi Faisal a été assassiné par son propre neveu, un acte qui a profondément ébranlé le pays. Le trône passa ensuite à Khalid Ben Abdelaziz, qui gouverna à une époque d'importants revenus pétroliers et de pression croissante exercée par une société de plus en plus complexe. Sous son règne, l'Arabie saoudite entra dans une période d'expansion économique sans précédent. Des villes modernes, des universités, des hôpitaux, des réseaux électriques, des infrastructures routières et même des industries non pétrolières furent construits. Mais cette croissance a également apporté un nouveau défi. Comment maintenir les valeurs islamiques et le contrôle conservateur dans une nation qui s'ouvrait rapidement au monde? La réponse du régime fut de renforcer encore l'autorité religieuse. La Mutawa, ou police religieuse, gagna en puissance. Des normes sociales strictes furent établies, notamment pour les femmes, et les activités culturelles jugées occidentales ou immorales furent interdites. Cet équilibre entre modernisation matérielle et conservatisme social est devenu la marque de fabrique de la politique saoudienne pendant des décennies. Mais à la fin des années 1970, un événement traumatisant allait ébranler les fondements de cette formule et démontrer que les problèmes de l'avenir ne viendraient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur même du royaume. 12. Crise, guerre et religion. Le siège de la Mecque et la guerre du Golfe. À la fin des années 1970, l'Arabie saoudite se trouvait à la croisée des chemins. À l'extérieur, c'était un pays étincelant de pétrole et d'or, doté de vastes villes modernes et de puissantes alliances avec l'Occident. Mais à l'intérieur, l'âme du royaume était agitée. Une partie croissante de la société commençait à considérer avec suspicion tant de luxe, tant d'occidentalisation, tant de technologie qui, selon eux, éloignaient le pays de sa plus pure essence islamique. Et c'est dans ce climat de tension spirituelle que s'est produit l'un des épisodes les plus choquants de l'histoire moderne de l'Arabie saoudite. Le 20 novembre 1979, au début du premier jour du calendrier islamique, un groupe de fanatiques extrémistes armés et organisés a accompli l'impensable. Ils ont pris d'assaut la grande mosquée de la Mecque, lieu saint de l'islam. Des milliers de fidèles s'y trouvaient et beaucoup ont été pris en otage. Les assaillants ont affirmé que le royaume avait trahi la vraie foi, qu'il était corrompu, décadent et vendu à l'Occident. Ils ont proclamé l'arrivée d'un prétendu messie islamique. Pendant 2 semaines, le cœur du monde musulman fut pris en otage. Le gouvernement saoudien, complètement pris au dépourvu, ne put agir rapidement, car verser du sang dans le lieu le plus sacré de l'islam était quasiment tabou. Ce n'est qu'après avoir obtenu l'approbation des oulémas, érudits religieux, qu'il lança une opération militaire soigneusement planifiée avec l'assistance technique de commandos étrangers pour en reprendre le contrôle. Le siège s'est terminé par des dizaines de morts, dont des soldats, des assaillants et des pèlerins innocents. Ce fut un traumatisme national. Le gouvernement fut profondément ébranlé. La réponse, au lieu de s'ouvrir davantage, il a resserré les rangs autour du conservatisme religieux. De nouvelles restrictions sociales ont été imposées. Les femmes ont été surveillées de plus près.
Les divertissements et la musique ont été drastiquement restreints. La Mutawa, police religieuse, a gagné en pouvoir. L'État a compris que le prix de sa légitimité était de garantir le respect absolu des valeurs islamiques radicales. Mais les défis persistèrent. Les années 1980 apportèrent de nouvelles tempêtes, venues de l'étranger cette fois. En 1990, le monde s'inquiétait à nouveau de l'Arabie saoudite. Le dictateur irakien Saddam Hussein avait envahi le Koweït, un petit pays producteur de pétrole extrêmement riche et proche allié des Saoudiens. La menace était claire. Si Saddam n'était pas arrêté, l'Arabie saoudite pourrait être la prochaine victime. Par une décision historique et controversée, le roi Fahd Ben Abdelaziz, au pouvoir depuis 1982, autorisa l'entrée de troupes américaines et occidentales dans le royaume pour préparer sa défense. Des milliers de soldats étrangers, hommes et femmes, foulèrent le sol saoudien, un acte impensable jusqu'alors, d'autant plus qu'il se trouvait à proximité de lieux saints islamiques. La présence de forces étrangères a profondément divisé la société saoudienne. Pour beaucoup, c'était une nécessité stratégique. Pour d'autres, c'était une humiliation impardonnable. La guerre du Golfe, comme on l'appellera plus tard, prit fin rapidement avec la défaite de l'Irak en 1991. Mais son impact national fut considérable. De ce ressentiment et de cette colère naquirent des groupes radicaux qui formeront plus tard les fondements idéologiques de l'extrémisme islamique moderne. L'Arabie saoudite, pour la première fois depuis des décennies, était sous pression, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pourrait-elle rester la gardienne des valeurs islamiques tout en s'appuyant sur des alliances avec les puissances occidentales? Pourrait-il protéger ses frontières sans trahir sa propre foi? Ces questions resteront sans réponse pendant des années, jusqu'à ce qu'un nouveau siècle arrive, rempli de défis encore plus profonds. Cette histoire vous touche-t-elle? Alors, faites quelque chose qui fait vraiment la différence. Partagez-le avec quelqu'un qui mérite également de le savoir. N'hésitez pas à donner votre avis si ce voyage à travers l'histoire vous touche. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Avec seulement ces 3 gestes, vous nous aidez à atteindre plus de cœurs. Parce que lorsque vous partagez vos connaissances, vous allumez une lumière dans le désert de l'oubli. 13. Le 21e siècle, nouveaux défis et nouveaux princes. Le 21e siècle a frappé l'Arabie saoudite tel un vent chaud soulevant le sable du désert, ébranlant des structures apparemment éternelles. Le pays, encore sous le choc des blessures de la guerre du Golfe et du siège de la Mecque, est entré dans le nouveau millénaire avec un mélange de fierté et de peur. Fierté de son influence mondiale en tant que puissance pétrolière et crainte du mécontentement qui couvait dans l'ombre de sa société. Et puis, le 11 septembre 2001, le monde a changé à jamais. Les attentats aux États-Unis, qui ont fait des milliers de morts, ont secoué la planète. Et dans ce chaos, un nom est apparu qui allait directement impacter l'image internationale de l'Arabie saoudite. Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, était saoudien de naissance. De plus, 15 des 19 pirates de l'air qui ont perpétré les attentats étaient également citoyens saoudiens. Bien que le gouvernement saoudien ait nié toute implication dans les attentats ou dans l'extrémisme, la pression internationale a été immédiate. Les États-Unis, son plus proche allié, ont exigé des réformes, de la transparence et une lutte plus déterminée contre le terrorisme. L'Arabie saoudite a été obligée de faire une introspection et de reconnaître quelque chose de douloureux. L'extrémisme n'était pas seulement une menace extérieure, il avait également pris racine au sein du royaume. Dès lors, le gouvernement lança une vaste campagne antiterroriste à l'intérieur de ses frontières. Des dizaines de cellules furent démantelées, des centaines de radicaux arrêtés ou éliminés, et des programmes de réhabilitation idéologique furent lancés. Les manuels scolaires, les sermons des mosquées et les émissions de la télévision d'État furent également révisés. Le royaume cherchait à redorer son blason aux yeux du monde, mais aussi à prévenir un incendie à l'intérieur de ses frontières. Entre-temps,
Le roi Fahd, affaibli par des problèmes de santé, a été remplacé en 2005 par son demi-frère, le roi Abdallah Ben Abdelaziz, qui a apporté avec lui un nouveau style de leadership, plus modéré, plus proche du peuple et plus conscient des défis du présent. Abdallah a lancé plusieurs réformes clés. Il a encouragé des investissements massifs dans l'éducation, envoyant des milliers de jeunes saoudiens étudier à l'étranger. Elle autorisait une participation limitée des femmes à la vie publique, y compris leur inclusion au conseil consultatif. Elle a progressivement ouvert des espaces de débat dans la presse et à la télévision. Il a créé de nouvelles universités, comme la prestigieuse KAUST, orientée vers la science et la technologie. Mais tout cela s'est déroulé dans un équilibre délicat. Bien que le roi Abdallah prônait une ouverture contrôlée, les secteurs les plus conservateurs du pays détenaient encore un pouvoir considérable. Chaque pas en avant devait être franchi avec une extrême prudence, afin de ne pas provoquer un contre-coup qui aurait fait reculer le pays de 10 ans. Pendant ce temps, le monde arabe était en pleine tourmente. En 2011, le printemps arabe éclata, une vague de protestations qui renversa les gouvernements d'Égypte, de Libye, de Tunisie et du Yémen. L'Arabie saoudite retint son souffle. Pour prévenir une rébellion interne, le gouvernement lança un ambitieux programme de subventions et d'aide sociale, allouant des milliards de dollars pour apaiser les troubles. Et ça a marché. L'Arabie saoudite a survécu à la tempête régionale, mais a compris que le temps ne pouvait pas être arrêté. Il était urgent de changer, de réformer, de s'ouvrir, de moderniser, mais sans perdre l'essence religieuse et culturelle qui donnait sa légitimité au régime. Et c'est alors, au milieu de ce dilemme, qu'une nouvelle figure apparaît, jeune, ambitieuse, audacieuse. Le prince Mohammed Ben Salman. Un leader qui ne voulait pas gérer le passé, mais pour construire un nouvel avenir pour l'Arabie saoudite. Et cet avenir commencerait dans le prochain chapitre. 14. Vision 2030. L'avenir de l'Arabie saoudite après le pétrole. Lorsque Mohammed Ben Salman, plus connu sous le nom de MBS, fut nommé prince héritier en 2017, il n'avait que 32 ans. Malgré sa jeunesse, il portait en lui une vision puissante, ambitieuse et provocatrice. Libérer l'Arabie saoudite de sa dépendance absolue au pétrole et la conduire vers un avenir moderne, technologique et diversifié. Cette vision avait un nom. Vision 2030. Un plan qui cherchait non seulement à réformer l'économie du pays, mais aussi à changer son visage, son identité et sa position dans le monde. Pendant des décennies, le pétrole a été la principale, voire l'unique, source de richesse nationale. Mais les prix du brut n'étaient plus aussi stables et le monde s'orientait vers les énergies renouvelables. MBS l'a vite compris, soit nous changeons maintenant, soit le monde nous laissera derrière. Que comprenait cette vision 2030? Diversification économique. Le plan visait à renforcer des secteurs tels que le tourisme, le divertissement, la technologie, l'industrie manufacturière et les services financiers. L'Arabie saoudite devait devenir bien plus qu'un simple exportateur de pétrole. Méga-projet futuriste, l'un des projets les plus ambitieux était Neom, une ville futuriste à construire de toutes pièces dans le désert du Nord-Ouest. Elle était promise à une ville intelligente, sans voitures polluantes, intégrant l'intelligence artificielle à tous les aspects de la vie quotidienne. Plus qu'un simple pôle économique, elle révolutionnerait l'urbanisme mondial. Tourisme et culture. L'Arabie saoudite, longtemps fermée aux visiteurs ordinaires, a ouvert ses portes au tourisme international pour la première fois. Des sites archéologiques antiques, comme Al-Oula, ont été restaurés et des événements culturels, concerts, festivals de cinéma et expositions ont été promus. Le pays a même accueilli le rallye Dakar, des épreuves de Formule 1 et des combats internationaux de boxe, un événement impensable 10 ans plus tôt. Réforme sociale. En 2018, l'un des changements les plus symboliques et les plus attendus a été l'autorisation pour les femmes de conduire. Elles ont également commencé à travailler dans l'espace public, à assister à des événements sportifs et à occuper des postes plus visibles dans les entreprises et au sein du gouvernement.
Malgré de nombreuses restrictions, le changement était visible, palpable, historique. Ouverture contrôlée. Le royaume autorisa l'ouverture de salles de cinéma, interdites depuis plus de 35 ans. Les concerts et le théâtre furent autorisés et peu à peu, la société saoudienne commença à respirer un air nouveau, plus contemporain. Privatisation et investissements étrangers, MBS a promu des réformes économiques structurelles, ouvert les marchés aux capitaux internationaux et même annoncé la vente partielle de Saudi Aramco, le joyau de la couronne, ce qui a été perçu comme un geste de transparence et d'intégration dans l'économie mondiale. Mais tout n'était pas qu'euphorie et applaudissements. Les réformes ont également été menées avec une main lourde. Sous couvert de lutte contre la corruption, le prince héritier a arrêté des dizaines de membres de l'élite saoudienne en 2017, dont des princes, des hommes d'affaires et des fonctionnaires. Nombre d'entre eux ont été libérés après avoir versé d'importantes sommes d'argent à l'État, dans ce que certains ont qualifié de purification, d'autres de consolidation du pouvoir. Par ailleurs, la répression des voix critiques s'est intensifiée. Journalistes, militantes des droits des femmes et opposants politiques ont été réduits au silence. Le cas le plus notoire est celui du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné au consulat saoudien à Istanbul en 2018. Ce meurtre a suscité une condamnation internationale et a terni l'image réformiste de MBS. Malgré tout, l'Arabie saoudite est entrée dans une nouvelle ère, plus dynamique, plus jeune, plus connectée au monde, mais toujours profondément traditionnelle et vigilante quant à ses racines religieuses. Vision 2030 se poursuit avec ses hauts et ses bas, ses espoirs et ses controverses. Une expérience à grande échelle qui cherche à répondre à une question cruciale. Un royaume ultra-conservateur peut-il se transformer en une puissance moderne sans perdre son âme? Et tandis que l'horloge tourne, le monde regarde et l'Arabie décide. 15. L'Arabie saoudite aujourd'hui, entre tradition et modernité. Au XXIe siècle, l'Arabie saoudite est une nation de puissants contrastes, où passé et futur cohabitent, parfois en harmonie, parfois en tension. C'est un pays où l'on peut voir des pèlerins en robe blanche encercler la Kaaba, tandis qu'à quelques kilomètres de là, des gratte-ciel de verre et d'acier s'élèvent vers le ciel dans des villes comme Riyad ou Neom, le rêve futuriste qui s'étend à travers le désert. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite ne se résume plus seulement au pétrole et à la religion. C'est l'un des pays les plus influents du monde islamique, un acteur déterminant de la politique énergétique mondiale et une place financière en plein essor. Membre du G20, il investit dans les technologies, le sport, le cinéma, les infrastructures et les énergies renouvelables. Il a créé des fonds souverains qui achètent des clubs de football en Europe, financent des projets dans la Silicon Valley et construisent des méga-projets sans précédent. Sous la direction du roi Salman Ben Abdelaziz et surtout de son fils et héritier, le prince Mohammed Ben Salman, MBS, le royaume s'est lancé dans une course à la transformation avec un mélange d'ouverture contrôlée et de centralisation du pouvoir. D'un côté, les femmes peuvent désormais conduire, travailler, étudier à l'étranger et occuper des fonctions publiques. Les portes du tourisme international se sont ouvertes, des musées et des théâtres ont été construits et des concerts, des festivals et des événements sportifs de renommée mondiale ont été organisés. Mais d'un autre côté, l'Arabie saoudite demeure une monarchie absolue, sans parti politique ni élection libre, et où critiquer le régime peut coûter la liberté, voire la vie. La liberté de la presse est limitée, et les droits de l'homme, bien que reconnus dans certains domaines, font toujours l'objet d'un débat international acharné. Sur le plan religieux, l'Arabie saoudite demeure l'épicentre spirituel de l'islam. Des millions de musulmans du monde entier participent chaque année au Hajj, le grand pèlerinage à la Mecque. La tutelle des deux lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine, confère à l'Arabie saoudite une autorité morale unique au sein du monde musulman. Sur le plan social, le pays connaît un réveil générationnel. Plus de 60% de sa population a moins de 30 ans.
Ces jeunes ont grandi connectés au monde grâce à Internet, parlent anglais, s'imprègnent de la culture internationale et sont fiers de leurs racines arabes et islamiques. Ce sont eux qui façonnent la nouvelle identité saoudienne, un mélange de modernité technologique et de tradition culturelle. Sur le plan économique, la vision 2030 reste sur la bonne voie. Malgré le coup dur porté par la pandémie de Covid-19, le Royaume continue de se concentrer sur la diversification de son économie, l'attraction des investissements étrangers et la réduction de sa dépendance au pétrole brut. Et même si le chemin est long, les premiers pas portent déjà leurs fruits. Sur le plan politique, l'Arabie saoudite maintient son influence régionale, tantôt alliée aux États-Unis, tantôt à la Chine ou à la Russie, et défendant également des causes dans le monde arabe. Au Yémen, elle est impliquée dans un conflit complexe qui a suscité de vives critiques, mais elle a également tenté de jouer un rôle de médiateur dans des conflits comme celui du Soudan ou le rapprochement avec l'Iran en 2023. L'Arabie saoudite est aujourd'hui une nation en mouvement, portant sur ses épaules le poids de la tradition, la pression du présent et l'ambition de l'avenir. Un pays où l'appel à la prière résonne parmi les tours intelligentes, là où une femme peut piloter un avion, mais doit néanmoins se battre pour l'égalité. Là où les mosquées sont pleines et les centres commerciaux aussi. Une terre qui, après des siècles de guerres tribales, d'invasions, d'exil, de révélations sacrées et d'alliances inattendues, a réussi à se réinventer à maintes reprises. Et même si personne ne peut prédire avec certitude à quoi ressemblera l'Arabie saoudite dans 10, 20 ou 50 ans, ce qui est clair, c'est que son histoire n'est pas terminée. Car tant qu'il y aura du sable dans le désert et de la foi dans le cœur de ses habitants, l'Arabie continuera d'écrire son destin. L'histoire de l'Arabie saoudite ne se résume pas à du sable et du pétrole. C'est la preuve que même lorsque le monde vous sous-estime, lorsqu'il semble que tout est perdu, vous pouvez toujours vous relever et vous réinventer. Ce pays est tombé, a été réduit au silence, ignoré, mais il n'a jamais abandonné. Et aujourd'hui, elle brille parmi les nations, portant sa foi, sa culture et sa vision vers l'avenir. Peut-être que vous aussi, vous avez l'impression que personne ne voit ce que vous avez à l'intérieur, que ton histoire n'a pas d'importance. Mais l'Arabie saoudite nous enseigne quelque chose de clair. Lorsque vous connaissez votre passé, vous découvrez votre pouvoir. Et ça, c'est la première étape pour changer votre destin. Maintenant que vous êtes arrivé à la fin, dites-nous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Quel passage vous a le plus marqué? Votre commentaire nous aide non seulement à nous améliorer, cela permet également à davantage de personnes de découvrir cette vidéo et de se connecter à ces histoires qui méritent d'être mémorisées. Et si vous ne l'avez pas encore fait, donnez-lui un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de ce qui arrive. Merci de faire partie de ce voyage à travers le temps. On se retrouve dans la prochaine histoire.